tous, bienvenue à BIG et particulièrement à cet atelier qui porte sur la réindustrialisation. Je tiens à vous dire aux personnes présentes dans la salle que cette session est également enregistrée et retransmise en streaming. Donc ne vous étonnez pas qu'on s'adresse aussi aux caméras qui sont présentes ici. J'ai l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde en présence de Virginie Sachs, qui est partenaire de cet événement, cofondatrice et associée de Companium. Jean-Baptiste Guesquin, qui est directeur du programme Territoire d'Industrie. Jean-François Clapaz, qui est vice-président de la communauté de communes de Grésivaudan, et Emmanuel Belli, qui est secrétaire général de Soitec. Alors pour commencer cet atelier, je vais vous parler d'une étude que nous avons réalisée sur la réindustrialisation, en espérant que la technique me suive, puisque vous devez voir à l'écran normalement une slide. Vous me dites si vous voyez ou pas, parce que sinon on va avoir des petits soucis. Oui, non. Ok, on va faire sans. Alors, cette étude que nous avons publiée en mai, elle porte sur 3 grands volets. Un volet cartographique, pour lequel j'espère vraiment que nous aurons les cartes, qui nous ont permis d'évaluer les atouts des territoires français à l'aune de d'une trentaine de critères. Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé également une enquête auprès d'industriels pour comprendre quels étaient leurs projets industriels, et puis une enquête auprès de citoyens français pour comprendre ce qu'ils projetaient en matière de réindustrialisation et quelle est l'image de l'industrie, quelle image ils avaient de l'industrie. Alors, première carte, normalement, j'espère que ceux qui sont en ligne voient cette carte. Sinon, je vais vous demander à tous de faire un énorme effort d'imagination. Nous avons regardé territoire par territoire et plus particulièrement par zone d'emploi, qui est un découpage de l'INSEE. Donc, ce n'est pas un découpage administratif, c'est un découpage statistique qui permet en fait de comprendre à peu près où travaillent et habitent les gens. Sur le premier grand critère qu'on a appelé le capital, merci. Le capital physique, vous avez, pour ceux qui sont dans la salle, tous les écrans normalement qui doivent afficher ces cartes-là, qui permet de voir le foncier disponible pour les industriels, ainsi que les infrastructures qui sont à leur disposition. Quand on dit infrastructure ici, je pense en particulier aux ports ou aux autoroutes, évidemment, qui permettent d'acheminer l'ensemble des marchandises. Et cette carte, elle montre un potentiel industriel, particulièrement dans les territoires qu'on a dit désindustrialisés, dans la mesure où ces territoires-là ont énormément de foncier. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, nous avons fait une cartographie de ce que nous avons appelé l'écosystème industriel, entendu sur l'histoire de l'industrie de la région, quelle est l'empreinte de l'industrie dans ces régions, le taux d'emploi de l'industrie, le programme territoire d'industrie aussi, dans quelle mesure il couvre cette région. Nous avons regardé également le capital humain, donc qui recoupe essentiellement les écoles de formation au métier de l'industrie. Le capital environnemental, qui se lie à l'envers de notre carte, puisque moins vous avez de risques, plus vous êtes attractif pour un industriel. On voit que les sécheresses sont un véritable problème pour certaines industries qui ont besoin d'eau. Et puis, dernier atout que nous avons regardé, c'est un atout qui porte sur la qualité de vie en général, et non pas sur l'industrie en particulier. Et nous allons y revenir aussi certainement avec Soitec, tout simplement parce que les compétences sont au cœur de la réindustrialisation et que pour attirer ces compétences, eh bien, il faut avoir un territoire attractif, non pas seulement pour les industriels, mais pour les personnes qui rejoindront ces industriels. Alors ensuite, 2 mots rapides sur les Français et puis les industriels ensuite. Les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette réindustrialisation? Si je vous pose la question comme ça, quelle est la réponse que vous dites spontanément? Eh bien, les Français, ils sont très favorables à la réindustrialisation, puisqu'on a un chiffre de 82% qui nous disent le fait d'être très favorables à cette réindustrialisation, avec néanmoins quelques petites nuances sur les plus jeunes. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet d'attractivité auprès des plus jeunes qui est assez connu. Et point important sur lequel peut-être M. Clapaz reviendra tout à l'heure, c'est que l'industrie française est considérée comme une fierté pour les territoires par les citoyens français. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné. Et nous y sommes très attachés à Virginie, la responsabilité territoriale des industries. Et c'est vrai que ce mot-là, on l'aime et on aimerait qu'il soit beaucoup plus employé.
Alors après, les Français, qu'est-ce qu'ils aiment finalement, entre guillemets, sur les secteurs industriels? On voit un attachement particulier au secteur de la santé et de la pharmacie, et aussi de l'électrique et l'électronique. Je pense que c'est un élément intéressant pour Soitec, parce que qui dit représentation positive, dit acceptation sociale aussi plus facile lorsque un projet industriel va se présenter sur le territoire en question. Après, il y a des petits mais. Les petits mais, c'est qu'il y a clairement une incompréhension, ou en tout cas une différence entre la perception des Français sur cette réindustrialisation et la réalité de cette réindustrialisation. Puisque quand on leur pose la question sur pour vous, c'est quoi réindustrialiser, pour un Français, grosso modo, c'est relocaliser. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on sait que la réalité, elle est à peu près à l'opposé de ça. Et derrière ce chiffre, on voit que dans les éléments considérés comme positifs de la réindustrialisation pour la moyenne des Français, c'est la création d'emplois. Là aussi, on pourrait y revenir dans le débat, puisqu'on voit qu'avec des gains de productivité, l'industrie qui revient n'est pas forcément celle qui crée le plus d'emplois, et pourtant, elle crée la valeur. Et on voit aussi une image encore très négative liée à la pollution, à l'image d'une industrie qui serait polluante. Alors maintenant, en quelques minutes, vous parlez des industriels, et je ferai le lien ensuite avec mes collègues du jour. Quel est le lien entre les industriels et le territoire? D'abord, il y a un attachement qui est très fort, puisque vous voyez qu'on a 86% des industriels qui se disent attachés à leur territoire. Je parle ici de start-up, de PME et ETI, ceux que nous avons interrogés, plus de 2800 start-up, PME, ETI industriels qui nous ont répondu, qu'à 96%, ils sont attachés, voire très attachés à leur territoire. Et vous pouvez voir qu'une grande partie y ont grandi. Donc là, on voit un élément extrêmement important quant au choix d'implantation. À ces fameux 2800 industriels, nous avons posé la question, quels sont vos projets en matière de projets industriels? Et donc, on voit qu'ils ont énormément, alors déjà, ils ont énormément de projets, ce qui est une bonne nouvelle, et deux, dans ces projets, ce sont essentiellement des projets d'extension de sites. Vous voyez qu'on est assez loin de la représentation des Français qui estiment que réindustrialiser, c'est relocaliser. Nous, ce que nous disons dans cette étude, c'est que la réindustrialisation, elle passe par le tissu industriel existant. On a pu le mesurer. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration de chiffres ce matin, mais en termes de création de valeur ajoutée. Et on voit que dans la réalité territoriale, ce sont plus de sites qui grossissent que d'un coup des grands sites qui viendraient se créer. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement que ce n'est pas la majorité. Et donc vous verrez dans l'étude que dans ces 2800 industriels, on voit qu'on a 1700 projets d'implantation qu'on a cartographiés sur l'ensemble du territoire. Et on peut voir que la région Rhône-Alpes est particulièrement attractive. Là aussi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et pour terminer ce propos introductif, un mot sur les freins locaux à ces projets industriels. Donc Dixit, nos 2800 répondants. Et vous pouvez voir que alors il y a à la fois pléthore de freins, mais clairement le premier, ce sont les compétences. Et ça, voilà, je pense que c'est un élément extrêmement important. On ne peut réindustrialiser sans être attractif et sans pouvoir recruter très largement dans ces industries. J'en termine ici, je passe la parole à Virginie pour nous parler de responsabilité territoriale. Merci Élise. Bonjour à tous. Merci à nos intervenants qui prendront la parole dans quelques instants. Donc Virginie Sachs, je dirige une société d'expertise sur la réindustrialisation et le lien au territoire, Companium. Donc dans mon quotidien, je suis facilitatrice de réindustrialisation dans ce dialogue entre les entreprises industrielles et les acteurs du territoire, donc facilitatrices, traductrices, médiatrices. Je vais vous raconter ce qu'on fait. Avant tout, pour vous parler de responsabilité territoriale de l'entreprise, parce que c'est le sujet de notre table ronde, mais aussi le lien direct avec ce qu'Élise vient de vous présenter, cette étude du Lab à laquelle nous avons été très fiers de contribuer, eh bien, on voit que l'industrie et le territoire sont des partenaires essentiels qui ne peuvent exister qu'ensemble. Pourquoi l'industrie a besoin du territoire et de travailler sa responsabilité territoriale? Eh bien, avant tout, outre l'attachement émotionnel qui est tout à fait réel, avant tout parce que la réindustrialisation, c'est une dynamique qui est à l'œuvre, c'est une dynamique qui est fragile, qui est urgente. Nous avons besoin de réindustrialiser nos territoires pour des raisons de souveraineté économique, de transition écologique, mais aussi de cohésion territoriale. Et dans cette urgence, les entreprises industrielles doivent utiliser l'ensemble des écosystèmes et l'ensemble des leviers qui sont à leur disposition. Et il se trouve que
dans les territoires, les leviers sont extrêmement nombreux pour développer l'industrie. On parlera certainement un petit peu de foncier, de ressources énergétiques, eau, talents, compétences, bien sûr, mais aussi toute une dynamique d'écosystèmes de financement qui sont présents dans les territoires et qui sont absolument essentiels. Donc, la responsabilité territoriale, c'est un engagement, mais c'est aussi une nécessité pour l'industrie de s'engager davantage dans son territoire, et on va voir comment. La responsabilité territoriale de l'industrie, c'est aussi une nécessité pour les territoires qui ont besoin aujourd'hui de leviers toujours plus appuyés, de création d'emplois, mais aussi de création de valeur ajoutée qui va se diffuser au sein du territoire. Et l'industrie est pourvoyeur de ces emplois, de cette valeur ajoutée et de ce lien qui se crée entre l'ensemble des Français qui ont eux aussi à gagner, à connaître cette industrie. Et puis donc le dernier élément, pourquoi la responsabilité territoriale c'est important? Parce que faire le lien auprès des Français, pour que les Français connaissent mieux notre industrie, eh bien ce lien il se fait au niveau aussi territorial. Comment aller trouver les citoyens qui nous côtoient, qui côtoient l'industrie et qui la méconnaissent, qui surestiment souvent son empreinte environnementale, qui se projettent assez peu dans des carrières industrielles. Une récente étude a été menée par la CCI pour compléter celle du Lab qui montre que les Français, dans leur très très large majorité, ne se projettent pas dans des carrières industrielles. Et bien ces Français, on les trouve aux côtés des usines, on les trouve dans les territoires et donc on doit aller leur parler. Donc la responsabilité territoriale de l'industrie, eh bien, c'est une démarche, une méthode que nous allons vous décrire qui permet de répondre aux enjeux des entreprises industrielles, des territoires qui comptent sur l'industrie, mais aussi de ce lien avec les Français. Et les enjeux, ils sont donc nombreux. Pourquoi s'engager pour le territoire? Pour les entreprises, eh bien, avant tout pour opérer, réindustrialiser, travailler dans l'industrie, eh bien, ce sont des opérations. Et donc, on a besoin pour ça de ressources, de compétences, de foncier, d'eau, d'énergie, je le disais. Donc, garantir les opérations d'aujourd'hui. Mais également asseoir la croissance. En particulier, augmenter le volume de production, toujours avec ces mêmes leviers, ou financer la croissance. La responsabilité territoriale de l'industrie, ou cette responsabilité territoriale, intéresse de plus en plus les financeurs, les fonds d'investissement, les banques, qui elles-mêmes ont un ancrage territorial et qui vont regarder ces indicateurs dans le cadre de leur performance extra-financière. Et puis, préparer l'avenir. L'innovation se trouve, elle aussi, dans les territoires. Une récente étude a montré que 2/3 des innovations dans l'industrie provenaient des territoires. C'est ce que Olivier Louandy, donc vous lirez certainement les conclusions, dont vous pouvez lire le livre, appelle le potentiel caché des territoires. Cette innovation, elle est présente au niveau local et l'industrie peut la capter pour préparer son avenir. Et puis enfin, préparer l'avenir, c'est aussi faire face aux défis. Les défis de l'industrie sont nombreux. Pour vous en citer uniquement deux, le premier défi, c'est celui de l'acceptabilité. On veut plus d'industrie en France, on n'en veut pas nécessairement à côté de chez nous. Ça se passe dans les territoires. Les acteurs de l'écosystème local sont aux côtés des industriels pour les aider à améliorer l'acceptation des citoyens vis-à-vis de leur activité et parfois à gérer des oppositions. Et puis les défis sont parfois également financiers. Quand une entreprise industrielle se retrouve dans une situation difficile, en particulier de trésorerie ou de financement, l'écosystème se met en action, pour autant qu'on l'ait travaillé un petit peu en amont. Donc il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'industrie s'engage dans le territoire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode pour le faire. C'est cette méthode que nous avons eu le plaisir de déployer, que nous sommes encore en train de déployer avec Soitec sur le territoire du Grésivaudan en particulier, que nous expérimentons également avec le programme Territoire d'industrie sur le territoire d'industrie de Rochefort, Royan, Marennes, Oléron. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Quelle est la clé de la démarche? Eh bien, c'est le dialogue, tout simplement, et le dialogue de confiance. Mais ce dialogue n'est pas si trivial. En fait, dans mon quotidien, et c'est facile pour moi de vous en parler aujourd'hui,
je rencontre tous les jours des situations dans lesquelles ce dialogue ne se fait pas, comme si deux personnes s'étaient donné rendez-vous, pas dans le même restaurant. Ça ne se passe pas. Or, si ce dialogue ne se fait pas parce qu'on n'a pas le même langage, parce qu'on n'a pas la même temporalité, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, eh bien, la belle rencontre n'a pas lieu, la relation de confiance non plus, tous les bénéfices que je viens de vous citer ne se matérialisent pas, et on a besoin, d'un point de vue stratégique, de renforcer ce dialogue. Ça implique de ramener le territoire au niveau stratégique de l'entreprise, donc au niveau des enjeux du comité de direction et du comité exécutif. Ça implique des relations nourries entre l'entreprise et l'ensemble de ses parties prenantes territoriales, mais également des indicateurs qui permettent de prouver l'utilité de l'entreprise industrielle sur son territoire, et en particulier l'utilité aux Français, au-delà des chiffres qui nous intéressent, nous, mais qui intéressent assez peu les citoyens que nous côtoyons et qui se demandent ce que l'industrie fait pour eux. Donc toute cette démarche, c'est celle-là, une méthode, celle de la responsabilité territoriale, et qu'on va avoir l'occasion d'illustrer et sur laquelle je reviendrai. Partir avant tout des besoins du territoire, c'est la première étape, démontrer son utilité territoriale grâce à ces indicateurs que vous pouvez retrouver dans la publication qui s'affiche ici à l'écran, qui est disponible sur notre site internet également, et formaliser un récit, un discours attractif et simple qui va parler à tous les citoyens, au grand public. Je vous propose d'illustrer dès à présent cette démarche. Ici, vous voyez les deux livrables sur lesquels nous reviendrons, mais avant tout, d'écouter nos acteurs de terrain sur la façon dont l'industrie s'engage effectivement dans les territoires, pour revenir ensuite à des éléments de méthode. Effectivement, on laisse la parole à Emmanuel et Jean-François, qui ont, semble-t-il, trouvé le dialogue idéal entre l'entreprise et le territoire. J'ai cherché à trouver des petits trucs, mais semble-t-il, il n'y en a pas. Racontez-nous. Je commence ? Donc Soitec, c'est une société qui fait des substrats en fait, sur lesquels sont inscrits des circuits qui vont ensuite être utilisés dans des téléphones, des véhicules électriques et aussi des objets connectés. Et en fait, c'est un groupe qui est multinational. Mais aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de la France et je vais vous parler de la région de Grenoble et du Grésivaudan. Et en fait, on a adapté en fait une approche d'ancrage sur les territoires qui dans tous nos territoires. Et la France, en fait, en est un exemple. Et donc, comme le disait Virginie, en fait, le territoire, pour nous, c'est le partenaire en fait, de notre développement. Et je voudrais illustrer ça par 4 exemples. Le premier exemple, et Élise en a parlé tout à l'heure, en fait, tourne autour de la compétence et de l'accès à l'emploi. En fait, on est, nous, une société d'ingénieurs. On manque de techniciens. On manque aussi de femmes dans cette industrie. C'est une évidence. Et donc, en fait, on travaille notamment avec la communauté de communes et l'Université de Grenoble dans un programme, par exemple, qui s'appelle FAME, donc formation, attractivité des métiers de l'électronique, pour sensibiliser en fait les jeunes dès le collège sur nos métiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. On travaille également avec l'IUT de Grenoble pour développer des formations externes, notamment pour développer des formations de techniciens et aussi pour développer des formations en interne. Et puis aussi, on a des activités assez similaires avec l'INP, qui est l'école d'ingénieurs de Grenoble. Donc tous ces éléments, en fait, nous permettent de contribuer à la création de talents qui pourront rejoindre Soitec un jour, et aussi de développer les compétences, en fait, qui sont parfois difficiles à trouver sur le territoire. Donc ça, je pense que c'est un premier élément qui est extrêmement important. Le deuxième point que je voulais développer, c'est l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles. Donc là-dessus, on a des sujets évidemment très importants comme l'eau.
Et la communauté de communes Le Grésivaudan a créé en fait un observatoire de l'eau dans lequel nous avons été membres fondateurs. Et cette gouvernance, pour nous, nous semble vraiment cruciale pour mettre en fait toutes les parties prenantes autour de la table et essayer de trouver des solutions. Alors nous, de notre côté, on réduit notre consommation en eau. Alors on l'a réduit de 50% de 2015 à 2021. On a encore des ambitions de réduire de 50% jusqu'à 2030. On augmente aussi nos taux d'utilisation d'eau recyclée. On est à 36%. On a créé des innovations dans nos usines pour permettre le recyclage de nos eaux de maintenance. Et puis, en fait, on travaille aussi avec la communauté de communes pour voir si on pourrait imaginer de réutiliser en fait les eaux en sortie de stations d'épuration, donc les eaux usées en fait. Et comment nous on utilise de l'eau ultra pure, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette eau directement au lieu de passer par l'eau potable en fait. Et tout ça nous permet d'économiser de l'eau. On parle aussi beaucoup de verticalisation. Donc, pour nous, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, on met par exemple des bassins de rétention d'eau en sous-sol. On est en train là, de créer un parking sur 5 étages pour nous permettre d'utiliser moins de superficie pour les parkings. Et puis, on travaille aussi avec des acteurs locaux comme Civact sur les forêts, en fait, pour développer notre domaine forestier. Donc ça, c'est sur donc les ressources naturelles. Le troisième point que je voulais développer, c'est la vie publique locale. Et ça, c'est très important pour nous, parce que c'est vraiment une manière pour nous d'être au contact avec tout notre écosystème. Donc ça prend plusieurs formes. On a un pacte économique local qui vise à dynamiser l'économie locale, donc dans lequel on est impliqué. On co-anime aussi des ateliers sur de l'éco-conception aussi avec la communauté de communes et le comité départemental de l'électronique. On a aussi créé en 2023 un fonds de dotation qui s'appelle Sésame et qui vise en fait à développer des projets avec des entreprises. Donc aujourd'hui, il y a une 40aine d'entreprises en fait qui sont impliquées dans ce fonds de dotation et des associations qui vont lutter contre les violences conjugales, qui vont lutter pour la protection des plus vulnérables. Donc ce type de projet d'inclusion en fait. Et je trouve que c'est vraiment un bel exemple où on allie en fait des problématiques territoriales et on essaye donc les entreprises ensemble en fait mettent des moyens humains, matériels. On a des bénévoles chez Soitec qui, en fonction de leur goût, je dirais, s'engagent pour une cause ou pour une autre. Voilà, donc ça, je pense que c'est le troisième point plutôt sur la vie publique locale qui me semblait important de développer. Et enfin, alors un dernier élément qui me semble absolument fondamental pour Soitec, c'est l'innovation. C'est comment développer l'innovation sur le territoire. Et ça, c'est pas toujours facile de le faire tout seul. Et en fait, on a inauguré en 2023 avec Henri Bell et Jean-François une 4e usine donc à Bernin, près de Grenoble, qui est dédiée au Smart SiC. Et cette usine, en fait, la construction de cette usine a bénéficié de financements pour la R&D, pour aussi les premières industrialisations, tant de la communauté de communes du Grésivaudan que de l'État, que de l'Europe, dans le cadre des programmes PIEC qu'on connaît. Et on a aussi en fait une relation historique avec le CEA. Et la région en fait aussi nous aide à financer des équipements sur un lab qu'on a installé dans les locaux du CEA. Donc tous ces éléments nous permettent de créer de l'innovation, et avec l'innovation vient, et Virginie en parlait tout à l'heure, l'emploi direct, l'emploi indirect, et aussi les infrastructures, puisqu'il faut pouvoir organiser en fait le développement de nos activités. Donc voilà, donc pour conclure, je pense que ce que je voudrais souligner,
c'est l'importance du travail que l'on a avec les élus locaux, qui sont vraiment nos partenaires au quotidien. Je pense que ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, on n'a pas choisi, il y a certaines sociétés qui se transforment en sociétés à mission, qui créent des comités de mission dans lesquels il y a des parties prenantes. Nous, ça n'a pas été notre choix chez Soitec. Notre choix a été vraiment d'aller au contact, d'un contact plus direct et de nous inscrire en fait dans les gouvernances qui existaient déjà ou de contribuer à aider à développer des gouvernances qui nous semblaient importantes sur les thématiques importantes pour Soitec. Donc c'est vraiment ça ce que je voudrais dire. Et un dernier mot peut-être pour dire que le travail qu'on a commencé avec Virginie est un travail qui, pour moi, est important de trois manières. D'une part, je pense que c'est une approche vraiment 360. Donc ça couvre vraiment beaucoup de nos actions. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que ça nous donne aussi beaucoup de fierté, cet exercice, parce que ça nous permet aussi de voir en fait toutes les actions qu'on peut développer, mais surtout, ça nous permet de développer et d'analyser quels sont les domaines où il faut qu'on aille un peu plus loin. Et je pense que tout ce dialogue dont tu parlais, Virginie, me semble fondamental justement pour nous aider ensemble à aller un petit peu plus loin. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Bon, Emmanuel a déjà dit beaucoup de choses sur les liens qui existent entre les entreprises du territoire et le territoire dans lequel elles sont implantées. Alors, rapidement, le Grésivaudan, qu'on a l'habitude d'appeler la Silicon Valley à la française, parce qu'évidemment, on y a Soitec, mais on a aussi un autre leader de l'industrie microélectronique qui est ST Microelectronics, qui sont voisins, mais d'une très grande proximité. Fait que c'est un territoire qui est historiquement industriel, puisque c'est dans le Grésivaudan qu'a été créée la houille blanche et qui génère l'électricité dont ces industries ont grandement besoin. Mais ce positionnement du Grésivaudan dans le territoire national fait que le Grésivaudan est un territoire donc très industriel, un territoire magique pour un élu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à y déployer, mais un territoire extrêmement fragile. Et on a besoin... Alors bon, les choses ont évolué avec le temps, bien sûr, on ne pense pas en 2025 comme on pensait en 1980 ou avant, mais les territoires ont besoin que les entreprises aient une approche globale de la problématique du territoire, évidemment leur approche qui leur est propre, leur approche commerciale, industrielle, mais aussi une problématique d'approche sociétale. Et l'approche sociétale d'une entreprise, c'est évidemment la façon qu'elle a de travailler avec son personnel, mais aussi la façon qu'elle a de s'impliquer dans la vie du territoire. Alors une entreprise, elle intervient dans la vie d'un territoire, évidemment par l'emploi qu'elle crée, mais à côté de ça, j'oserais presque dire que à ces avantages, il y a quelques inconvénients. Les inconvénients, c'est évidemment l'usage des ressources qui ne sont pas illimitées, l'usage du foncier économique. Et dans une vallée comme la nôtre, qui est un foncier extrêmement contraint, parce que c'est une vallée qui, de par sa géographie, est compliquée, qui est couverte de risques de toutes sortes, notamment des risques environnementaux, de risques naturels et de risques d'inondation, si bien que la démarche qu'on doit avoir avec les entreprises, c'est évidemment de les sensibiliser à tout ça, parce que la ressource n'est pas éternelle, et donc il faut qu'on soit en dialogue constant avec les entreprises pour parfois les picoter un petit peu, parce que naturellement l'entreprise va à l'efficacité, et l'efficacité parfois passe par la simplicité. Et moi, mon job, c'est d'essayer justement de les faire sortir un peu de cette simplicité pour qu'ils soient sensibles aux problématiques du territoire. Alors Emmanuel l'a dit, nous, notre problème, c'est évidemment le foncier, c'est évidemment l'eau, avec ce qu'a souligné Virginie, la difficulté de l'acceptabilité. Parce que même si les Français sont à 80 et quelques %, vous l'avez dit, Élise, sensibles à la réindustrialisation de notre territoire, ils sont surtout sensibles quand l'industrie ne vient pas se planter à côté de chez eux. Parce que, vu de dehors, comme ça, une industrie, ça apporte des nuisances de bruit, parfois des nuisances d'odeur, ce qui n'est pas le cas
des entreprises qui nous concernent, mais des nuisances lumineuses, parce que des entreprises qui travaillent 24 heures sur 24 ont des sites qui sont éclairés 24 heures sur 24 et qui génèrent une pollution considérée comme les habitants comme une gêne. Donc il y a ce travail qui est fait en permanence avec nos industriels sur toutes ces problématiques. Et puis il y a aussi ce besoin que l'on identifie et que les industriels ont maintenant très bien identifié, c'est le besoin de travailler aussi en proximité. Parce que pour ce qui nous concerne, pour la microélectronique, pour un emploi créé dans la microélectronique, il y a entre 2 et 3 emplois connexes. Donc le territoire a l'obligation de s'organiser pour permettre à ces entreprises de trouver les ressources dont ils ont besoin externes à leur entreprise sur le territoire. Sinon, naturellement, ils vont aller les chercher ailleurs. Donc, il y a une organisation du territoire, et on en revient de nouveau à la problématique foncière. Il y a une organisation du territoire qui fait qu'il faut qu'il se travaille collaboratif entre le territoire et les entreprises pour que les besoins soient identifiés. Alors, effectivement, en termes de formation, parce qu'ils ont besoin de personnel. Pour ça, on a nos universités, nos écoles d'ingénieurs, un peu plus de 65 000 étudiants sur le bassin grenoblois. Et puis, il faut qu'on continue de créer cet écosystème pour que nos leaders industriels puissent trouver à proximité de chez eux les ressources dont ils ont besoin. Donc, la formation, l'optimisation du foncier, l'économie des ressources naturelles, et puis une grande proximité au quotidien, parce que j'oserais presque aller à dire qu'entre Soitec et le Grésivaudan, c'est une histoire d'amour qui dure, mais personne ne veut que ça s'arrête. Donc il faut qu'on continue à avoir ce dialogue permanent pour pouvoir répondre à leurs besoins et que les entreprises répondent aussi aux difficultés que le territoire a, parce qu'une entreprise qui s'implante, qui a beaucoup de salariés, ça veut dire qu'il faut organiser autour les aménités, il faut des crèches, il faut des écoles. Alors il y a une fiscalité qui est importante, liée justement à la présence de ces entreprises, et ça fait partie de l'acceptabilité. C'est de dire aux citoyens d'un territoire que s'il n'y avait pas toutes ces entreprises qui s'implantent en proximité de chez eux, en dehors de leur quotidien et de l'emploi que ça crée, eh ben, ça amène aussi tout ce tissu d'équipement public et de mise en place de politiques publiques qui sont en fait la conséquence de l'arrivée de ces entreprises. Merci beaucoup. Effectivement, on a un très bel exemple devant nous de Soitec, qui est une entreprise parfaitement implantée, pas du tout hors sol par rapport à toutes ces problématiques, et qui, j'espère, en inspireront aussi beaucoup d'autres, parce qu'on en parle régulièrement avec Virginie sur la nécessité vraiment de ce dialogue entre industrie et territoire. En vous écoutant, je pensais aussi, il y a quelques temps, où j'écoutais une personne qui investit dans les entreprises et qui disait, en fait, je ne dois pas investir simplement dans cette entreprise-là, mais je dois investir sur d'autres projets, parce qu'on a ensemble des problématiques systémiques. Et donc, quand on implante un site, il ne s'agit pas de poser un site, il faut ensuite recruter des gens, mais les gens, ils ne vont pas venir tout seuls. Ils ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin d'un logement, ils ont besoin de la crèche pour les enfants, etc. etc. Jean-Baptiste, maintenant, je vais te passer la parole. Tu es directeur du programme Territoire d'Industrie, qu'on peut considérer comme une magnifique boîte à outils pour faciliter la vie des industriels et faciliter ce dialogue. Et donc, je vais te laisser nous en parler. Merci. Merci beaucoup, Élise. Donc, Jean-Baptiste Guesquin, directeur du programme Territoire d'Industrie, un programme du ministère de l'Industrie et du ministère des Territoires qui est coporté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et la Direction générale des entreprises. Alors, avant d'aller dans la boîte à outils et la recette de cuisine du programme, je voulais vous montrer quelques chiffres et quelques courbes pour justement illustrer ce lien entre industrie et territoire et vous montrer que c'est utile de miser sur le niveau territorial. Si on dézoome sur les enjeux de l'industrie en France, je ne vais pas vous l'apprendre. Là, on a connu une désindustrialisation forte ces dernières décennies, à peu près 15 points de perte d'emploi industriel depuis 2008, avec heureusement un arrêt de cette tendance négative à partir de la fin des années 2010.
mais un impératif finalement de réindustrialisation qui s'impose à tous par rapport à des enjeux de souveraineté, des enjeux économiques, des enjeux sociaux comme ça a été illustré précédemment, mais donc un impératif de réindustrialisation. Et le programme Territoire d'industrie justement a pour objectif de miser sur le niveau territorial pour participer à cette réindustrialisation. Si on zoome justement sur le niveau territorial, on se rend compte que cette tendance, elle est loin d'être uniforme dans tout le pays. Là, vous avez la courbe de création, la courbe d'emploi industriel de chaque territoire d'industrie, et vous voyez qu'on a des courbes qui sont parfois très éloignées de la moyenne nationale, que ça soit dans le négatif ou le positif, mais donc un effet local qui est très important sur la trajectoire industrielle des différents territoires. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir ceux qui arrivent à changer la tendance, à changer la dynamique. Et on a plusieurs territoires qui ont réussi à inverser cette tendance, des territoires qui perdaient de l'emploi il y a quelques années et qui ont réussi à recréer de l'emploi industriel à force justement de travailler sur tous les leviers d'optimisation locale qui ont été cités précédemment, les compétences, le foncier, l'innovation, la transition écologique. Donc là, je vous ai mis quelques territoires en illustration qui sont dans toutes les régions. Il n'y a pas de fatalité territoriale. Dans toutes les régions, on trouve des territoires qui arrivent à inverser cette tendance. Donc là, vous avez les exemples d'Alès, de Rochefort, du Finistère, de Châtellerault, de l'Ardèche, d'Orly. Et nous, l'enseignement vraiment de ces territoires, c'est qu'on peut jouer sur le niveau territorial pour réindustrialiser. Et c'est comme ça que le programme a été lancé en 2018, en essayant d'essaimer cette dynamique dans d'autres territoires et de jouer à fond sur cet effet territorial. Donc le programme a été lancé en 2018 et aujourd'hui, on a 183 volontaires, territoires d'industrie qui ont été labellisés. Il y en a eu 124 en 2018. On a engagé une nouvelle phase l'année dernière, une phase 2023-2027, avec 183 territoires qui ont été labellisés, qui sont très différents les uns des autres en termes de filières, en termes de profil, en termes de dynamique. On a des métropoles, on a des territoires ruraux, on a des territoires en outre-mer, on a des territoires de montagne, on a des grosses zones industrielles ou portuaires. Mais le point commun entre tous ces territoires, c'est qu'il y a une volonté locale d'industrialiser, une envie d'industrie dans ces territoires, et des territoires qui inscrivent l'industrie dans leur projet de territoire. Si on rentre maintenant dans la recette et la méthode, on a 3 ingrédients dans le programme Territoire d'industrie. On a d'abord une méthode qui a été illustrée avec le territoire d'industrie du Grésivaudan. On a un cadre de mobilisation des partenaires et enfin, on a une boîte à outils dédiée au territoire d'industrie. En termes de méthode, le programme Territoire d'industrie vraiment responsabilise les acteurs du territoire et leur donne carte blanche pour définir leur plan d'action. Le but du programme, c'est qu'on ait des stratégies locales de réindustrialisation qui soient adaptées aux besoins des industriels. Ce n'est pas nous, en ministère, à Paris, qui allons dire quel territoire doit faire quoi en termes de compétences, en termes de foncier, en termes d'innovation. C'est le territoire qui doit définir ça. C'est les industriels eux-mêmes qui font part de leurs besoins, les élus qui les soutiennent et qui créent l'écosystème pour répondre à ces problématiques. Et le but du programme, c'est justement de réunir le public et le privé pour faire émerger des plans d'action ambitieux en la matière. Et on considère que le meilleur plan d'action pour un territoire d'industrie, c'est celui défini par ses élus et ses industriels. On a donc des binômes élus industriels dans chacun de ces 183 territoires d'industrie et une approche très terrain qui laisse la main aux acteurs locaux pour définir leurs propres actions. Donc on a différentes thématiques qui sont portées dans le cadre du programme et qui ont été illustrées précédemment, des sujets de compétences, de foncier, d'innovation, de transition écologique. Et on a aujourd'hui, au niveau du programme, un portefeuille d'un peu plus de 2000 actions sur ces différentes thématiques, donc sur la diapositive juste après, 2000 actions qui ont émergé du dialogue entre industriels, entre élus, avec des actions concrètes qui répondent aux besoins des industriels. On retrouve en sujet numéro 1, le sujet des compétences, et ça vient confirmer ce que l'étude de BPI France illustrait comme enjeu. Le foncier également, un sujet qui est très fortement monté en puissance ces dernières années. Et ces actions, ce sont
des initiatives portées par les élus et les industriels. Ça peut être la création d'un centre de formation, ça peut être la requalification d'une friche pour accueillir de nouveaux sites industriels, ça peut être le développement de nouvelles formations avec l'enseignement supérieur du territoire. Chaque plan d'action est différent, mais adapté aux besoins de chaque territoire d'industrie. Donc le premier ingrédient, c'est ce cadre qui fait émerger des actions, puisque cette réindustrialisation part du terrain, par des industriels, et donc on doit créer les écosystèmes les plus attractifs pour accélérer cette réindustrialisation. Le deuxième ingrédient du programme, c'est la mobilisation des différents partenaires publics en réponse aux besoins des industriels. Territoire d'industrie, c'est avant tout un travail d'équipe. On a donc différents partenaires au niveau national qui sont en région, qui sont dans les territoires d'industrie et qui sont présents pour répondre à vos besoins sur les différents sujets que vous rencontrez. On a 6 opérateurs partenaires au niveau national, la Banque des Territoires, l'ADEME, Business France, France Travail, Action Logement et BPI France, qui chacun peuvent déployer des outils en réponse aux besoins des industriels. On se rend compte finalement que beaucoup de sujets qui émergent des plans d'action peuvent trouver une réponse auprès des différents acteurs publics, mais une réponse qui n'est pas forcément connue des industriels eux-mêmes. On a bien conscience dans le cadre du programme que pour les industriels, l'écosystème public peut parfois paraître très complexe. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'appels à projets, des appels à projets que vous ne connaissez pas forcément, des sujets qui prennent du temps pour un chef d'entreprise de maîtriser, des dispositifs qui évoluent rapidement dans le temps. Et le but du programme, c'est justement d'aller vers les industriels et de leur proposer ce qui peut répondre à leurs besoins. Et une statistique intéressante qu'on rencontre dans les missions qu'on déploie, c'est qu'on a près d'un projet sur 2 porté par les industriels qui n'est pas connu des acteurs publics. Des projets qui restent dans vos cartons, que vous n'avez pas forcément, dont vous n'êtes pas forcément conscient qu'il y a une réponse possible chez un de ces acteurs publics qui vous permettrait de concrétiser ou d'accélérer ce projet. Et dans les recensements qu'on effectue sur des missions d'accompagnement de territoire, on se rend compte que donc on a un projet sur 2 qui n'est pas connu par les acteurs publics, mais près de 80% des projets qui pourraient avoir une réponse auprès d'un acteur public. Et l'objectif du programme, c'est justement de faire effet levier auprès de tous les partenaires pour que leur offre soit plus facilement accessible dans tous les territoires, aux 4 coins de la France, et de simplifier l'accès des différents dispositifs pour les industriels. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important puisqu'on se rend compte que finalement, les outils, souvent, existent déjà. Pour finir sur la recette territoire d'industrie, le 3e ingrédient, c'est la boîte à outils. Au-delà des dispositifs des partenaires, on a également des outils qui sont spécifiques au programme à destination des territoires d'industrie. On a notamment des mesures d'ingénierie et de financement en faveur de territoires d'industrie. En termes d'ingénierie, on déploie des missions de conseil avec des prestataires qu'on référence au niveau national et qu'on envoie dans les territoires d'industrie lorsqu'il y a un projet complexe à soutenir qui demande un soutien externe de quelques semaines, quelques mois, avec des spécialistes sur des sujets compliqués. Ça peut être par exemple des missions pour structurer une filière dans un territoire, ça peut être une mission pour travailler sur une stratégie foncière d'un territoire d'industrie, ça peut être des missions en matière d'attractivité des métiers industriels. On peut être vraiment sur toutes les thématiques du programme et c'est un soutien qui vient accélérer votre projet avec la mise à disposition d'équipes expertes sur ces sujets-là. Le deuxième appui qu'on apporte, c'est du financement aux projets industriels, avec une enveloppe de 70 millions d'euros cette année dans le cadre du Fonds vert, avec une mesure intitulée « Territoire d'industrie en transition écologique », où on vient soutenir des projets industriels exemplaires en matière de transition écologique. Donc vous avez des outils dédiés dans les territoires d'industrie, et surtout vous avez des contacts opérationnels. Depuis la fin de l'année dernière, chaque territoire d'industrie a la possibilité d'avoir un chef de projet que l'ANCT cofinance. On en a aujourd'hui 140 sur 183 qui sont arrivés ou qui sont sur le point d'arriver. Et donc vous avez des contacts opérationnels pour travailler ces actions collectives, pour activer ces mesures. Et donc en conclusion, je vous invite vraiment à rencontrer ces chefs de projet, à leur faire part de vos besoins et de travailler vos plans d'action avec ces contacts opérationnels qui sont justement là pour répondre à vos besoins.
Merci Jean-Baptiste. Et effectivement, je peux témoigner de la satisfaction, si je puis dire, du programme Territoire d'Industrie, parce que dans le cadre de l'étude, nous avons fait plusieurs journées dans différents lieux, et notamment, j'ai le souvenir de Valenciennes, où tous les industriels nous disaient « mais c'est incroyable, en fait, on ne se parlait pas, et il nous a fallu Territoire d'Industrie pour être ce lieu de dialogue, cet espace de dialogue entre les différents acteurs ». Je vais laisser Virginie synthétiser cette question de méthode sur la stratégie territoriale et puis préparer vos questions, puisqu'ensuite nous aurons une séquence de questions. Merci à tous pour ces illustrations qui montrent que d'un point de vue individuel, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un territoire, ce dialogue, il est fructueux, il apporte de la valeur. Et au niveau collectif, avec les territoires d'industrie et les courbes que tu montrais tout à l'heure, Jean-Baptiste, cet engagement et ce dialogue, il marche aussi. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la temporalité de ces courbes. Et de voir que la tendance s'est inversée très vite grâce à cet écosystème, ce dialogue et cet engagement constant des industries vers le territoire et des territoires vers l'industrie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans les illustrations que vous avez prises, que ce soit dans le cas de Soitec, du Grésivaudan ou d'autres territoires que tu mentionnais, par exemple le Rochefort, sur tes courbes, eh bien qu'on peut toujours aller plus loin. C'est une stratégie. Donc à partir du moment où on a défini des actions, eh bien, le job, c'est d'aller regarder un petit peu plus loin ce qu'on peut faire de plus efficace, de plus appuyé en matière d'engagement industrie-territoire. Et de la même manière, quand on n'a pas encore initié cette stratégie, eh bien, le premier pied à l'étrier, il est là. Il y a la méthode que vous avez illustré, sur laquelle je vais revenir, il y a les territoires d'industrie. Donc, quel que soit le niveau de maturité de la stratégie territoriale de l'entreprise, quelle que soit sa typologie, start-up, PME, ETI, et certains grands groupes qui prennent également à bras-le-corps cette question de la stratégie d'ancrage territorial, il y a beaucoup à faire. Alors, en termes de méthode, je voulais revenir sur quelques éléments que vous avez également évoqués. Vous avez parlé de deux mots qui sont très importants à mon sens et que je vois au quotidien dans les missions que nous faisons sur la stratégie territoriale. Ce sont les mots de gouvernance. La gouvernance des parties prenantes locales, il n'y en a pas une, il y en a plein. Celle qui correspond à l'entreprise et celle qu'elle a choisie. Soitec a choisi une façon de s'engager dans la gouvernance locale, en particulier d'intégrer des gouvernances existantes. D'autres entreprises font tout à fait différemment, mais sans gouvernance, on ne peut pas engager une stratégie de parties prenantes efficace. Et l'efficacité, c'est le deuxième mot que vous avez mentionné également. On est dans un contexte entrepreneurial, territorial, contraint, c'est normal, contraint en termes de temps, contraint en termes de ressources. On a besoin de cette efficacité et donc on a besoin de savoir cibler les bonnes priorités. Et ces bonnes priorités, on les connaît quand on s'intéresse, quand on est sensible au diagnostic du territoire, à ses priorités. Sauf que faire un diagnostic territorial, ce n'est pas nécessairement ce qu'on apprend quand on est entrepreneur. Donc on a besoin de cette finesse et c'est pour ça qu'on a besoin de méthodes, parce que ces compétences, elles s'acquièrent et elles sont relativement rapides à obtenir. Comme tu le disais, c'est quelques semaines ou quelques mois pour en effet aller un petit peu plus loin. Donc les quelques grandes clés ou commandements que vous pouvez retenir sur la responsabilité territoriale sont au nombre de 5. Le premier, c'est de partir vraiment du diagnostic du territoire. Ce que Soitec fait, et c'est ce que tu as illustré, Emmanuel, dans toutes les actions qui ont été mentionnées. Ces actions, elles servent la stratégie de Soitec, oui, mais aussi et surtout, elles répondent à un besoin du territoire. C'est là qu'on trouve l'efficacité pour tout le monde. Et on en a besoin de cette efficacité, parce que des efforts, on peut en faire des millions. On a besoin qu'ils soient impactants. Donc c'est partir du diagnostic territorial avant tout et avant même l'envie de l'entreprise. Partir de ce diagnostic et donc savoir le faire. Les cartes qu'a montré Élise tout à l'heure sur les 5 capitaux de l'industrie, qui comptent pour l'industrie, sont très précieuses pour commencer ce diagnostic, connaître le territoire. Le deuxième élément très important, c'est d'arriver à prouver l'utilité concrète de l'industrie. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, une fois qu'on a défini les actions, eh bien, on a besoin de prouver que ça marche. Il y a les courbes qu'on peut montrer a posteriori, il y a les indicateurs individuels de l'entreprise,
et donc montrer des indicateurs très simples. Oui, la création d'emplois, le nombre d'apprentis qui viennent du territoire, les actions solidaires qu'on a pu accompagner, financer, pas uniquement financer, le temps, ça compte. Ce sont des indicateurs qui vont parler aux Français. On a besoin de preuves. Et c'est peut-être ce dont l'industrie manque aujourd'hui, c'est des preuves parlantes auprès du grand public et des citoyens. Le troisième élément, c'est le lien constant aux parties prenantes à 360. Dans nos missions, on a ce rôle de tiers qui nous permet d'aller voir les parties prenantes d'une entreprise ou de sonder l'écosystème sur ce lien, ce dialogue constant entre l'industrie et le territoire et ses preuves. Et c'est cet apport 360, comprendre la perception que l'ensemble des parties prenantes ont d'une action, d'une entreprise industrielle, qui nous permet de dire « Ah, là, l'action est super, elle répond aux besoins, mais elle n'est pas connue. C'est dommage. L'effort est là, et il n'est pas perçu. Comment on fait ?» Ou alors, il y a un besoin, et il n'y a pas d'action. Les actions manquent leur cible. Ça, on le sait parce qu'on a ce travail à 360 avec les parties prenantes. Quatrième élément, identifier les acteurs moteurs sur votre territoire. Ce travail de stratégie, il permet évidemment en même temps de mobiliser les parties prenantes locales, territoriales et nationales qui vont être déterminantes pour le développement de votre activité. Cette cartographie des acteurs que vous construisez au fil de l'eau et qui doit s'étoffer au fil de l'eau, elle est essentielle pour la réindustrialisation et pour le développement du projet industriel. Et puis enfin, le territoire, comme de nombreux sujets, mais le territoire en particulier, est un sujet stratégique pour l'entreprise. C'est un sujet de direction. Et ce qu'on voit dans l'ensemble de nos projets, c'est que le territoire n'est pas toujours... ce qu'on voit dans certains projets, c'est que le territoire n'est pas toujours considéré au niveau des sujets de direction. Or, ce qu'on voit dans l'ensemble de nos projets, c'est que si on met la stratégie territoriale au centre, ou en tout cas parmi les discussions des comités exécutifs et des comités de direction, alors on trouve des solutions à des problèmes complexes qui, jusqu'à présent, n'en trouvaient pas. Donc c'est vraiment un sujet essentiel à faire, à inscrire dans vos feuilles de route stratégiques. Et je trouve que Soitec l'illustre également parfaitement, parce que le sujet du territoire est véritablement géré au sein de la direction, que ce soit sur le site de Bernin, mais également dans les autres sites de Soitec, que ce soit en France à Paris. Soitec a également des sites ailleurs qu'en France. Et cette stratégie multilocale, je trouve qu'elle est particulièrement bien endossée chez Soitec. Et donc, c'est un exemple qui est tout à fait probant et à suivre. Merci pour votre écoute. Et on est disponible pour les questions. Merci. Merci. Il nous reste 7 minutes pour les questions. Alors, je vois que j'en ai 2 ici. Je ne sais pas comment ça se passe. Micro, pas micro. Merci, Alima. 2 messieurs au premier rang. Un monsieur. C'est pas tellement une question, c'est une requête, parce qu'on a la puissance publique et... qui est là, et je voudrais déjà remercier pour ce travail extraordinaire que vous faites. Il y a un point sur lequel on travaille avec Companium. Alors je suis responsable d'un cabinet qui fait de la collecte de données et du contrôle de gestion, donc on est très complémentaires, on travaille de temps en temps ensemble, et en fait on s'aperçoit qu'il y a une chose aussi qui apparaît, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de collecter des données à grande vitesse, et en fait c'est grâce à ça qu'on fait la force de preuve dont Virginie parlait, les diagnostics. Pour donner un exemple, on est en train de rapprocher une entreprise alsacienne, une entreprise lorraine. On a convaincu les acteurs de s'engager à nos côtés parce que grâce à ça, on couvrait une diagonale du vide qui est juste entre les deux, Dieuze, Saint-Avold, etc., des villes où il n'y a rien, mais qu'on atteint beaucoup mieux. Ben ça, on l'a fait, on a démontré que c'était faisable grâce à un outil magique en France, l'INSEE. On est allé attaquer les bases de l'INSEE. Et on a pu démontrer, avec des courbes de niveau de vie, un peu ce que vous avez montré, que ce rapprochement avait du sens. Du coup, les populations sont avec nous. Et de ce fait, du fait de l'intelligence artificielle, on a absolument besoin qu'il y ait de données à jour. Et là, pour le coup, sur l'INSEE, un des problèmes qu'on a rencontrés, c'est que certaines des données étaient pré-Covid, donc inutilisables. Très intéressantes, mais trop vieilles.
Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à explorer pour la puissance publique, c'est de vraiment nous donner beaucoup de données pour qu'on puisse avoir cette force de preuve. Merci. Si je peux rebondir un instant sur cette question des données, en effet, les indicateurs sont essentiels pour notre travail, de manière générale pour les démarches de responsabilité. On en a défini un certain nombre que vous pourrez retrouver dans la publication que je mentionnais tout à l'heure sur Internet. C'est vrai que ces données ne sont pas nécessairement à jour. C'est aussi pour ça que, en attendant cette mise à jour de données, l'échange constant avec les parties prenantes locales permet de sourcer les bonnes données. Sinon, vous ne trouverez pas de quoi alimenter des indicateurs probants sur votre utilité. Le dialogue avec les parties prenantes, c'est aussi aller chercher le besoin, la donnée qui va permettre de l'illustrer et vous permettre de prouver l'utilité. Peut-être pour compléter très rapidement aussi sur le sujet de données, effectivement, c'est un sujet très important pour permettre aux décideurs de choisir en fonction vraiment des réalités. Il y a plusieurs outils qui existent. À l'ANCT, il y a notamment un observatoire des territoires avec un recueil de tout un jeu de données qui peut être découpé selon tous les périmètres géographiques qui vous intéressent, territoire d'industrie, interco et tous les outils possibles. Et dans quelques semaines, on va envoyer à chaque territoire d'industrie un portrait réalisé avec l'INSEE. D'ailleurs, ces courbes-là ont été faites aussi avec l'INSEE. Et donc, dans quelques semaines, chaque territoire d'industrie va recevoir un portrait socio-économique avec toute une batterie d'indicateurs pour les aider à alimenter leur plan d'action. Donc, des indicateurs en termes de spécialisation sectorielle, en termes de points industriels, en termes de pyramide des âges dans l'industrie, en termes de diplômes dans l'industrie, pour les aider à alimenter leur plan d'action. Alors, comme on va être coupé, il nous reste 3 minutes pour certainement la dernière question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette table ronde très intéressante. J'ai une question, c'est quelles compétences cela demande aux équipes dirigeantes de mobiliser les parties prenantes d'un territoire pour réussir leur projet? Je crois que Virginie a parlé tout à l'heure de confiance. Jean-François a parlé d'historique dans les relations. Ce qui me semble primordial, c'est de construire ces relations. Et donc, je pense qu'il y a une importance humaine importante. Il faut arriver à se connecter aux gens, à trouver les bons endroits sur les bons sujets. Pour moi, c'est ce type de compétence qui est nécessaire. C'est avoir de l'empathie, créer du lien, et c'est vrai de part et d'autre, en fait. Et pour compléter cette compétence, il y a les compétences et les connaissances. Je vais revenir sur les indicateurs dont je parlais tout à l'heure. On en a défini 12 sur 4 catégories, donc des indicateurs sociaux, environnementaux, économiques et du bien commun, qui concernent la création d'emplois, la mobilisation raisonnée des ressources, eau, énergie, foncier, des questions environnementales sur la mobilité, en particulier des questions d'implication dans le bien commun, de gouvernance locale, mais aussi de démocratie locale. Et en fait, tous ces éléments, tous ces indicateurs indiquent aussi des connaissances que le dirigeant peut acquérir assez vite, pour être honnête. Ce n'est pas des livres de 3 tomes qu'il faut lire pour apprendre à faire cette analyse ou ce diagnostic. Ces indicateurs permettent aux dirigeants de comprendre ce qu'ils doivent explorer, les dimensions qu'ils doivent explorer, pour mieux comprendre le territoire et ensuite pouvoir définir leurs priorités. Donc il y a les compétences, et je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel, d'écoute et de création de cette confiance, mais aussi des connaissances qui sont rapides à acquérir par les études du lab, les études de territoire d'industrie contribuent, et puis ces indicateurs que nous avons définis qui sont là pour rejoindre la stratégie de l'entreprise et les projets des territoires. Et donc qui flèchent les connaissances à acquérir. Merci Virginie. Pardon, juste, je voudrais prendre une toute dernière question parce que monsieur avait levé la main en premier. Oui, merci beaucoup. Sur ces territoires, donc, il y a aussi des entrepreneurs, donc il y a des industriels bien sûr, mais aussi des entrepreneurs. Ces entrepreneurs souvent ont des choses à proposer et essaient de se rapprocher de ces industriels. Ces industriels peuvent être de dimension mondiale, c'est le cas notamment sur votre territoire, avec des approvisionnements au niveau mondial. Donc, je serais curieux de connaître vos trucs et astuces pour combler quelquefois ce fossé qu'il peut y avoir entre le territoire et ses entrepreneurs et les industriels de taille mondiale qui peuvent être très impactants pour ces entrepreneurs. Merci beaucoup.
rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il est 11h. Merci pour votre question. Je vais prendre un exemple qui est celui du territoire que... voilà, vous voyez ici s'afficher du coup les indicateurs dont je parlais tout à l'heure pour les connaissances que les dirigeants doivent acquérir pour faire ce diagnostic. En même temps, un exemple, une illustration sur un territoire qui a été évoqué tout à l'heure, le territoire de Rochefort, sur lequel il y a un écosystème à la fois d'entrepreneurs, de PME, mais aussi de grands donneurs d'ordre, et en particulier dans l'aéronautique. Et en fait, ce lien entre les entrepreneurs et les grands donneurs d'ordre qui ne sont pas triviaux, c'est pas facile de taper à la porte comme ça du grand donneur d'ordre, ils se font au sein des réseaux et des espaces qui sont créés, en l'occurrence, au sein du territoire d'industrie, au sein d'un pacte industrie et territoire sur lequel on est également en train de travailler. Donc, si vous êtes sur un territoire d'industrie, moi j'ai envie de vous dire, rapprochez-vous du territoire d'industrie, mais aussi des écosystèmes de filières et des réseaux d'entreprises, et ils sont dynamiques, plus ou moins dynamiques en fonction des territoires, pour pousser cette porte. Et c'est l'écosystème qui vous apportera la solution, et pas je ne pense pas la prise de contact individuelle. En tout cas, Rochefort est un très bon exemple de contact qui marche entre des entrepreneurs et des grands donneurs d'ordre, grâce à cet écosystème. Alors, je suis désolée, je vais avoir le très mauvais rôle, mais cette journée, elle est minutée. Il est 11h02, on a dépassé de 2 minutes, donc on est obligé d'arrêter. Vous pouvez bien évidemment poursuivre après ces échanges. Merci beaucoup.